ce que je voudrais, c'est qu'Alphonse, justement, qui a écrit un chapitre entier sur Petiot dans ce livre, Les Grands Criminels, dont on avait parlé d'ailleurs. C'est difficile de le rattacher à quoi que ce soit sur Petiot. Mais je crois que tu pourrais nous raconter. Alors, dans les gros traits. Bon, d'abord, il a une enfance, il est le fils d'un fonctionnaire des postes. Il a une enfance curieuse parce qu'il est chez une nourrice et il est bouillant un chat. Ensuite, c'est plus tard. C'est un peu plus tard l'histoire de l'anus. C'est là il vole des lettres dans les boîtes aux lettres. Il a 12-13 ans et puis il les envoie, il les décachette et puis il envoie à l'amant la lettre du mari, etc. Il fait le sac de nœuds épouvantable dans le corbeau, totalement. Et ça, alors bon, il est brillant, il est intelligent, il est considéré comme intelligent. Et puis arrive la période de la guerre de 14, il s'engage en 1916, il est blessé au pied. Et à la fin de sa convalescence, on passe un examen psychiatrique et là, on le trouve dingue. Alors, première chose, on le trouve, alors vraiment, le rapport est très très fort. Alors, il est à enfermer pour le restant de ses jours. Mais, il arrive quand même à s'en sortir. Bon, miracle, les psychiatres se contredisent, il sort. Et il commence ses études de médecine. D'ailleurs, il aura une chose qui est très très drôle qu'on ne dit pas, c'est qu'il a amorcé une thèse sur la folie de Landru. Ah, ça c'est très drôle. Il y a quand même. Il a commencé à travailler sur il a travaillé ça là-dessus, puis il a abandonné. Alors, comme il était ancien combattant, il a eu des facilités, puis il est devenu docteur en médecine, il s'est installé. Mais déjà, là, pardon de te couper, mais il y a quand même déjà, un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire que ce type qui est dingue, dont on sait qu'il est parfaitement dingue. Tout le temps, ça va être ça. On sait qu'il est dingue, il va être médecin. Il est médecin. Les RG marchaient pas mieux à l'époque que maintenant. Hein. Bien sûr, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, c'est donc sa région, et il est d'abord considéré comme un assez bon médecin. Et le film d'ailleurs montrera très bien que cet homme pouvait aller soigner gratuitement des gens, dont une petite fille leucémique, et avec beaucoup de dévouement. C'est-à-dire, il y a le Dr Jekyll, Mr Hyde chez lui. Et dans cette période, il va essayer de faire une carrière politique. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a traité un livre sur la tentative politique de Petiot. Alors, il se présente comme radical de gauche, enfin une étiquette comme ça un petit peu républicain de gauche, voilà, républicain de gauche. Mais alors il y a d'autres gens de gauche qui lui en veulent. Bon, alors il est élu maire de Villeneuve. Et là, alors il se marie. La femme de Petiot dira toujours qu'il a été un très bon mari, et sans aucun problème, parce qu'il faut dire que par la suite on a interrogé cette dame. Et alors là, il y a déjà, alors j'oubliais une chose, dans la première période, il a une petite bonne, Louisette. Cette petite bonne raconte dans le pays qu'elle est enceinte, mais que le médecin arrangera ça. Elle disparaît. On fait une enquête très vague, et quelque temps après, dans la région, on a trouvé un cadavre d'une jeune fille, la tête coupée. On n'a pas été plus loin. Bon. Il devient maire de Villeneuve. Là, on remarque plusieurs choses où il est assez curieux. C'est qu'il est kleptomane. Il va chez ses clients, mais il emporte des petites choses sans intérêt. C'est-à-dire, il vient là, il emporte un stylo, il emporte un cendrier. C'est n'importe quoi. Il est kleptomane. Bon. Il a une première affaire qui est un petit peu douloureuse, c'est l'affaire de la laiterie avec Madame de Beauve. Alors cette femme a une laiterie, la laiterie brûle, on intervient, Petiot est là d'ailleurs, on trouve cette femme assassinée à un coup de marteau dans la laiterie, elle a brûlé. Dans la caisse, il y avait une somme de 250 000 francs, il en manque 8 000. Dans la politique, c'est un peu cloche-merle là à Villeneuve à ce moment-là. Il dit le docteur Petiot, je l'ai vu par là, il faut l'interroger. On ne pousse pas plus loin. Et puis ce malheureux type
Alors là, vraiment, lui, c'est vraiment le roi des caves. Il a des douleurs rhumatismales. Il rencontre Petiot 3 semaines après. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous traînez la patte? Et il dit, mais ça va pas. Mais écoutez, venez me voir, je vais vous faire des piqûres. Vous avez dit du mal de moi, ça fait rien. Je vais vous soigner. Et il va voir Petiot. On fait les piqûres et il est mort le lendemain. Et on ne pousse pas plus loin. Bon. Est-ce qu'il va le faire virer? C'est Jox qui était ministre de l'Intérieur à l'époque ou quoi? Non, alors attendez, non, vous allez voir, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le président du Conseil, c'est Laval. Ah. Et le président de la République, c'est Doumer. Et quand il va détourner l'électricité à son profit, il va être révoqué de sa place de maire. Et auparavant, il s'était présenté à des élections générales comme rival de Pierre-Étienne Flandin. Ah. Et il a failli le coiffer au poteau. Au Grand Flandin. Voilà. Bon. Alors, il est viré et il vient à Paris. Bon. Et il s'installe 66 rue Caumartin. Là, on a le prospectus de Petiot. Il serait à lire en entier. Oui, c'est un prospectus de... Il y a tout. Oui, vas-y. Il soigne notamment, il a été le promoteur en 21-23 d'une technique parvenant à la suppression complète de la douleur dans les accouchements, cela sans anesthésie régionale ou générale et sans instrument plus ou moins dangereux. Cette méthode permet de supprimer aussi la douleur dans les affections même les plus pénibles, sciatique, rhumatisme, névralgie, zona, névrite, ulcération, cancer. Il soigne aussi les maladies nerveuses. Il a été créateur, avec un physiologiste connu, mais dont il donne pas le nom, d'un matériel et d'une technique permettant d'obtenir la guérison de toute tumeur non généralisée. Puisqu'il est connu, cette désignation comprend non seulement les ganglions externes ou internes, les loupes, les lipomes, les polypes, les végétations, les verrues, les taches rouges, les goitres, les déformations, les tatouages, les cicatrices, mais aussi les fibromes, les tumeurs malignes, les cancers même profonds avant leur extension terminale. L'application aux ulcères, aux varices, aux hémorroïdes est évidemment très vite suivi de résultats définitifs, surtout s'il est scratch. Mais ces principaux dialogues permettent de régler le fonctionnement des glandes endocrines et de traiter les états généraux déficients, artériosclérose, anémie, obésité, retour d'âge, diabète, défaillance cardiaque ou rénale, arthrite, dépression nerveuse, sénité. J'en passe, il y a 2 pages comme ça. Oui, il y a 2 pages, 2 pages entières. 2 pages entières. C'est gai. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il liquidait les gens, parce qu'il trouvait qu'ils avaient des loupes, des varices. Ça arrive plus tard. Ça arrive plus tard, le liquidage. Alors, premier temps, il est entre 1931, je crois, à rue Caumartin et 36, sans incident notable. Mais, et cependant, il gagne plus d'argent qu'il n'en déclare. Ce qui fait qu'il aura, sur l'année 1935, une déclaration d'impôt de 35 000 francs et les archers du fisc vont s'apercevoir qu'il en a gagné 500 000. Il aurait fait un parfait ministre socialiste. Alors, c'est ressemblant. Il a été élu comme tel, hein. Il était dans le bloc. On suppose, mais alors avec vraiment des preuves presque à l'appui, qu'il faisait des avortements. Alors à l'époque, c'était interdit et un médecin pouvait se retrouver avec une peine de travaux forcés pour avortement. Et lui devait faire payer très cher ses interventions. Il se disait gynécologue. Oui. Et puis aussi, il faisait la chirurgie? Non, pas que la chirurgie. Là, il faisait des ordonnances de complaisance pour les drogués. Et on suppose que c'est de cette façon qu'il a gagné beaucoup d'argent. Parce qu'au moment où la véritable affaire Petiot va commencer, donc en 1942, cet homme-là a du fric. Il a acheté des immeubles. Il a acheté notamment le 21 de la rue Le Sueur, qui était un hôtel particulier où avait habité, l'ai-je bien descendu, la madame Cécile Sorel. Et il a des immeubles à Villeneuve, et il en a dans Paris. Donc il fait du fric. Il mène pas une vie dissolue, comme on pourrait dire, pas du tout. Il va un peu à la salle des ventes, il achète des bricoles, mais on ne remarque pas qu'il mène une vie de satrape. Il a une vie tout à fait ordinaire d'un médecin de quartier. Et toujours, il soigne des gens qui n'ont pas de quoi payer, un peu comme Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Et socialiste. Il soigne les pauvres. Bon. Mais, alors, en 36, qu'est-ce qui va se passer? Un certain jour, il va chez Gibert, il vole un livre, avenue Boulevard Saint-Michel. On l'arrête, et là,
il leur déclare, j'ai inventé le mouvement perpétuel, j'ai inventé une machine à refouler les matières fécales. Il avait donc fait des expériences épouvantables sur des chats qu'il avait cousu l'anus. Et alors le commissaire de police qui l'a arrêté dit j'ai affaire à un parfait dingue et l'envoie au dingue. Alors on l'envoie au dingue et là, évidemment, il évite d'aller devant la justice et j'ai le texte ici, il est là, on reconnaît accès dépressif, déséquilibre psychique, état de démence au moment de l'action. La véritable figure du docteur Petiot est celle d'un individu sans scrupules et dépourvu de sens moral. Précaution à prendre, car il pourrait troubler l'ordre public. Bon, alors... C'est Madame Soleil qui a écrit ça. C'est Madame Soleil. Maintenant, 7 mois plus tard, il sort de l'asile d'Ivry, il reprend son travail dans son cabinet, et il est nommé médecin d'état civil du 9e arrondissement. Tout ça est formidable, quand même, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut exercer la médecine, et voilà, et il continue. Et là, rien ne se passe de particulier, si ce n'est ces petites histoires avec le fisc, jusqu'à l'occupation. Alors, va commencer toute cette histoire extraordinaire. Alors d'abord, il y a une sorte de préméditation totale, puisque 6 mois avant, il fait faire des travaux dans l'hôtel particulier, il fait faire un mur, parce qu'il dira aux ouvriers qu'il ne faut pas que les gens des alentours puissent regarder ses patients, ça les gênerait. Et puis il fait faire cette pièce triangulaire. Alors, pièce triangulaire, dit-il, où il va faire des travaux de radiographie, et où il a fait mettre un viseur pour regarder... Un œilleton, quoi. Oui, un œilleton pour regarder. D'ailleurs, il est au musée de la préfecture, l'œilleton de Petiot. Et puis voilà, il est installé et on attend un certain temps et l'affaire Petiot, si vous voulez précisément, commence. Mais elle sera très 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 trouble. Alors bon, le procédé est simple. Il y a des gens des gens différents d'ailleurs, qui ont besoin de foutre le camp de la France occupée à l'époque. Donc les Juifs, il a des clients juifs. Et puis quelques truands qui veulent pas aller au STO. Pas qu'ils veulent pas aller au STO, les truands, ils ont truandé à mort, ils ont plein de fric, ils ont la PJ au cul et ils veulent foutre le camp. Voilà, il en a 4 qui liquident. Et 4 et les dames avec. Et comme ces truands avaient plus ou moins marché avec la Gestapo de la rue Lauriston, à son procès, Petiot dira, mais ceux-là, bien sûr, je les ai tués, c'était des traîtres, c'était des salauds. Et le président lui dit, oui, mais les femmes, ils étaient partis chacun avec leur gagne-pain. Leur dame. Alors, Petiot dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Alors là, la salle murmure, et bon, etc. Et il ajoute, pour les féministes, après tout, ce n'était que des femmes. Alors là, c'est des répliques qu'on n'invente pas. Bon, alors, il va liquider un certain nombre de personnes de cette façon. Mais, sans qu'on sache précisément ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on arrivera... Ni combien. Alors, c'est 27. 27 grâce aux valises qu'on retrouvera par la suite à Villeneuve. Et pas grâce aux vêtements qu'il y a dans ces valises. On arrivera à remonter tout. C'est-à-dire les femmes ou filles. Parce que les gens viendront reconnaître d'ailleurs. Ils viendront reconnaître. La première qui sera découverte, c'est une pute précisément qui allait s'habiller à tel endroit à Marseille. Alors on trouve les marques et on dit c'est Paulette qui était là, bon, etc. Alors donc celle-là sera découverte de cette façon. Mais ça c'est beaucoup plus tard. Alors dans une première période qui va du début 42 jusqu'à mai 43, donc il y a 27 personnes, plus d'autres, parce que Petiot dira, mais moi j'en ai pas tué 27, j'en ai tué 63, c'était pour la résistance. Il nous a tué des juifs, mais c'était des juifs allemands envoyés par Hitler. Il a des réponses fabuleuses à tous les coups, Petiot. Alors, pas de problème. Il a inventé un réseau qui s'appelle Flitox, et il ne se défend pas d'avoir tué des gens. Il ne dira jamais comment il les a bousillés. Il dit, je l'ai tué j'étais dans un camion, puis je l'ai liquidé. Enfin, il raconte des histoires très très bizarres, on n'arrive pas à savoir. Bon. Alors, jusqu'en 43... Mais je t'arrête un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un réseau? Est-ce qu'il n'a pas des gens qui lui envoient des gens? Ah ben alors là, au moment où il va avoir besoin les premiers clients, il les trouve. Parce que les premiers clients, c'est par exemple un juif qui s'appelle Gouchinov, qui est fourreur et qui se fait soigner chez lui pour le diabète. Je lui dis, dites donc, je voudrais foutre le camp, les cheveux vont me piquer. Bon, bah très bien, j'ai une combine, donnez-moi 50 000 balles. Vous venez avec tous vos bijoux, toutes vos valeurs. Et puis on y va. Et le type
Philippe a rendez-vous avec Petiot un certain soir près de la place de l'Étoile et on le revoit plus, voilà. Et Madame Gouchinov dit mais où il est passé? Mais alors ce qu'il y a, c'est la période. Elle peut rien dire, cette femme. Qui va-t-elle trouver? Elle va trouver les flics. Puis bon il est parti, votre mari s'est débiné, il a passé en zone libre et puis voilà, on cherche pas, les flics cherchent pas ça. On va pas aller trouver les Allemands, hein. Alors personne ne cherche ces gens-là, parce qu'à l'époque, moi j'ai vécu cette époque, j'avais un copain, tout d'un coup je le voyais plus, il est parti dans un maquis, par exemple, ou il a passé en Espagne, j'en ai connu qui sont passés en Espagne, il y avait toutes sortes de gens qui se débinaient et on les cherchait plus. Alors les juifs encore plus, un juif il se taillait, bon il est plus là. Alors donc Petiot il est là à son aise dans cette période. Alors évidemment il a des rabatteurs. Alors les rabatteurs, ça c'est encore très curieux, et cette époque est une époque phénoménale. Je vous livrerai tout à l'heure en finale un texte de Galtier-Boissière qui l'a défini très bien. C'est-à-dire que on dit aujourd'hui, on pense à ça, on dit il y a les nazis qui arrêtent les juifs, etc. Or la rabatteuse numéro 1 de Petiot est une juive roumaine qui s'appelle Eriane Kahn, qui est la maîtresse d'un officier allemand et qui envoie des juifs à Petiot. Alors, par la suite, elle a été emmerdée parce qu'elle avait un amant allemand, mais non pas parce qu'elle envoyait ses coreligionnaires à Petiot, ce qui est tout de même énorme. Alors, elle a dit, moi je croyais qu'ils partaient. Mais dans quelle mesure? Mais elle prenait de l'argent, au passage. C'est très beau de la solidarité religieuse, mais enfin quand même, c'était 50 000 balles au passage. Puis alors, il y a un coiffeur en état... salon de coiffure, oui. Et le perruquier qui est avec lui, qui sont les rabatteurs de Petiot et qui lui amènent du monde. Voilà comment ça s'est passé. Alors, je vous passe les histoires parce qu'elles n'en finissent plus. Un beau jour, il est arrêté par les Allemands qui, eux, évidemment, s'intéressent à ce type qui fait passer des gens en Argentine ou on ne sait où. Alors, il est arrêté. Il y a d'abord des histoires rocambolesques, là. Il y en a un il arrive à les feinter avec un type. On lui a mis un type dans les bras, un nommé Dreyfus, qui a été téléguidé par les Allemands et qui marchait avec les Allemands. Libéré à condition de le piéger. Libéré à condition de faire piquer Petiot. Et ce Dreyfus arrive à se débiner des pattes des Allemands et il va dans la chaudière de Petiot. C'est extraordinaire, hein. Bon. Alors, il finit par être arrêté, et là, dira-t-il, il est arrêté, par une... alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas eu une Gestapo. Il y a 36 000 services. Alors, il a été loupé par ceux qui cherchaient un type qui faisait passer les Juifs, et il est arrêté par un type qui s'occupe de déserteurs de l'armée allemande. Alors, il prétendra par la suite qu'il est torturé, et il reste, donc, de mai à janvier 44, à Fresnes. Bon, alors, on suppose que pendant cette période, il a vu des vrais résistants. Il s'est fait passer pour le chef d'un réseau fantôme qui est Flitox. Il a entendu des conversations. Il est devenu copain avec ces gens-là. Et ça l'aidera par la suite à réapparaître dans la peau d'un résistant. Et notamment dans la peau d'un communiste. Un résistant communiste, oui. Alors, en janvier, il sort de Fresnes. Mais là, il y a des mystères extraordinaires. Il sort de Fresnes, il va rue Le Sueur, il ne va pas tout de suite rue Le Sueur, il va se reposer dans sa propriété à Villeneuve. Et puis son frère va rue Le Sueur, lui dit, dis donc, il y a des cadavres là-dedans, on va s'en occuper. Alors Petiot va voir, il dit, mais tiens, ça doit être mes copains de la résistance qui ont laissé des cadavres là-dedans. Bon. Alors, on fait venir de la chaux vive, et puis Petiot vient s'en occuper 2 mois après. Et c'est là ce qu'on voit dans le film, je sais pas, la chaudière, les morceaux coupés en morceaux de cadavres, et on les passe à la casserole. Mais, ce qui reste toujours un mystère, c'est que ces cadavres qu'on trouvera en mars 44 ne sont pas ceux que Petiot a pu liquider en 42. C'est pas possible. Non, mais il y a eu cette période de 8 mois. Alors il y aurait des gens qui seraient à l'état de cadavre dans l'hôtel particulier de Petiot depuis 2 ans. Et frais. Bon. Et le docteur Paul trouvera à peu près 10 cadavres qu'il peut reconstituer, plus des morceaux de toutes sortes, et on ne sait pas au juste. Bon. Alors, le jour où il y a l'incendie, alors là, tous les détails sont croustillants parce que on appelle les pompiers. Bon. On appelle les flics sont là. On appelle la concierge dit, mais c'est monsieur Petiot qui est le propriétaire, il habite rue Comartin, elle téléphone, il dit, mais vous en faites pas, j'arrive. Bon.
On suppose qu'il va se débiner, pas du tout. Alors il y a un flic qui, voyant les morceaux de cadavre, s'évanouit, le flic. Bon, Petiot arrive sur son vélo, et il rentre. Il fend la foule, il rentre. Il descend vers le fourneau, il regarde un petit peu les choses, il emporte une serviette, d'ailleurs, on pense. Et puis, un des flics lui dit, mais dites donc, restez là, le flic, l'agent vert. Alors, le flic, lui, il dit, mais vous êtes français? Alors, on est à la période où le débarquement est proche. Vous êtes français? Ah, je dis, oui, bon, ici, c'est des cadavres, sont des collabos et des Allemands. Ah bon, il dit, allez, hop, il se barre, il s'en va. Le flic, après, inutile de dire, alors il raconte, on se croirait dans Courteline, là, il dit, il m'avait pas dit qu'il était le docteur Petiot. Bon, mais il ne m'avait pas dit qu'il était le docteur. Alors, on lui tape sur les doigts, au gars. Bon, là, on le met au piquet, hein, il est dégradé, il était brigadier. Et à la Libération, il expliquera qu'il avait cru vraiment faire un acte de résistance, et hop, on le remet en temps grade. Ça, c'est le destin qui est à côté de celui de Petiot. Alors là, Petiot se débine, il est dans la nature. Alors l'enquête démarre mal parce que le commissaire Massu à qui on va confier l'affaire voit ça et se dit mais qu'est-ce qu'il y a, parce que dans le coin il y a en plus les personnages de Bonny Lafont qui sont une officine de Gestapo et on sait qu'il y a eu des contacts entre Petiot et ces gens-là puisqu'il a soigné le neveu de Lafont Clavier d'une vérole. Alors on sait qu'il y a des contacts et on s'est souvent demandé si c'est une possibilité. Les gens de la rue Lauriston ne donnaient pas leur, c'est ce qui est illustré dans le film, ne donnaient pas leur cadavre à liquider au docteur Petiot. Et en tout cas, les 4 truands qui ont été là, ils étaient en froid avec le patron, avec Monsieur Lafont. Alors peut-être qu'il a dit, tiens, j'ai un truc pour vous pour partir en Argentine et on les a plus revus. Et ils se partageaient le magot. Parce qu'il reste l'histoire du magot. C'est que Petiot, on estime au minimum à 200 millions, le fric qu'il a ramassé, 200 millions de 44. On n'a pas retrouvé un rond. Vous comprenez? Ça correspond à quoi? Je sais pas vous dire, 2 milliards, enfin c'est une somme colossale. Et on n'a rien retrouvé. Ça, mystère. Parce que souvent dans ces histoires, on ne sait pas où est passé le magot. Alors parce que chez Petiot, il y a un magot énorme. Alors pendant la période où il a fait ça, il n'a pas fait d'achats spéciaux, hein. Il a dû acheter une petite maison en plus, c'est tout, ça n'a pas bougé. Alors, on connaît mal les motivations de ce personnage, c'est-à-dire il y a quand même une part de folie, puisqu'elle a été quand même vue au moment où il est sorti de service militaire et au cours de cette affaire du vol de livres. Il y a un moment où ce personnage est une espèce de fou extraordinairement structuré dans sa tête qui déraille par moments, et ça c'est la bonne approche aussi du film. Très bien. Alors, il y a l'appât du gain aussi peut-être. Mais l'appât du gain. Un avare très. Oui, mais alors l'appât du gain, où est passé l'argent? Et pourquoi tout ce fric qui a circulé dans ses mains à ce moment-là, où est-il? Alors on sait qu'il y en a des tas d'autres qui ont gagné de l'argent. Et je dis moi que quand on a jugé Petiot, on n'a pas jugé son frère, on n'a pas jugé les 2 coiffeurs, on n'a pas jugé Ariane Kahn, il y avait des complices. Pourquoi on a jugé que Petiot, finalement il a été le bouc émissaire d'un réseau flottant? Il fout le camp. On ne le retrouve pas. Alors, cette période-là, il est chez un militant communiste, un ouvrier, et il couche chez lui. Ce monsieur s'appelle Rétoré. Et pourquoi ce gars prend-il Petiot chez lui? Parce que tout de même l'affaire a fait du bruit dans les journaux. Alors là, il faut admettre qu'un militant du PC ne cachait pas un assassin de droit commun évident. Donc, la thèse Petiot résistant, il avait réussi à l'accréditer auprès de la direction, enfin auprès des dirigeants clandestins du PC. Il réapparaît à la Libération avec une barbe et un grade. Il est capitaine et il va piquer des papiers et il est le capitaine Valéry. Et là, il est chargé de l'épuration. Féroce. Il est à la caserne Reuilly. Ben, il est féroce. J'ai connu un type qui a eu affaire à Petiot. Il m'a dit non, il avait pas été féroce du tout avec moi. J'ai rencontré un type, il m'avait raconté ça. Il m'a dit non, il était très gentil, il y en avait des pires que lui. Oui. Bon, alors, donc, pendant cette période,
là, il y a des choses encore bizarres qui vont tourner autour de lui. C'est que il y a des exactions qui sont faites un peu partout, et on suppose que c'est Petiot qui envoie des gens. Notamment l'assassinat d'un collectionneur de timbres dans les Yvelines, qu'on a liquidé à coups de marteau. On a emporté la collection, et puis voilà, on a arrêté ensuite les deux coupables, parce que l'autorité quand même s'est rendu compte que c'était des truands et non pas des résistants. Et ces deux coupables à la santé ont été libérés sur intervention de Petiot, qui était devenu persona grata à la caserne Reuilly, où il était là, où il avait ses bureaux. Et il a déjà là sa carte, il montre déjà sa carte du parti. Il a pris, non, mais il a pris un peu faible, où il on a montre pris pas sa carte, l'implication il a pris communiste. sa carte du parti, il a pris sa carte du Front Sûr, il a pris ce qu'il faut. Hein, c'était pas sympa, il a pris toutes ses précautions. Alors on a le sentiment, mais là ça serait très long de vous détailler ça, que pendant un moment, le PC le protège. On accrédite une histoire de lettres qu'il aurait écrite parce qu'un article était paru dans un journal le disant collaborationniste, et que en comparant la lettre et on est remonté jusqu'à lui. Mais un certain capitaine Simonin qui l'a arrêté. L'arrestation de Petiot est très curieuse, parce que si on remonte à Petiot par l'écriture, on va à la caserne et on l'arrête. Or, Simonin et les gens de la DGER veulent arrêter Petiot à la caserne, mais à la caserne, on leur ferme la porte au nez et on dit pas question. Alors, ils vont arrêter Petiot sur un quai de métro, en le ceinturant et en l'embarquant pour le livrer à la PJ et au juge d'instruction. Pourquoi ? Pourquoi les choses ne sont pas faites clairement? Ça, c'est une question. Et ensuite, ce Simonin sera en but au PC, qui va commencer à raconter l'histoire ce soi-disant, disent-ils, capitaine Simonin, qui en réalité s'appelle Soutif et qui a été à la Gestapo de Quimper. Or, tout est faux. Simonin sera réhabilité par un jury d'honneur de la police. Et pendant toute sa... Enfin, il existe encore, ce monsieur. Et pendant toute sa vie, il est pourchassé par le Parti communiste. C'est-à-dire qu'un certain temps, il me semble qu'ils ont pu utiliser Petiot comme exécuteur de hautes œuvres, ou de très basses œuvres, on n'a pas là. Et puis, tout d'un coup, on le lâche. Il y a un moment où c'est vraiment le boisson épouvantable, on le lâche. Et puis alors, après, on va aller vers un procès qui sera un peu bâclé, à mon avis. Oh, il est arrêté en... Il y a une question qui arrive, là, je te coupe une seconde. C'est intéressant, une auditrice qui dit, est-ce que l'argent de Petiot n'aurait pas servi à alimenter les caisses du Parti communiste? Alors oui, alors là, tout est possible, parce qu'il y a aussi l'argent de Petiot qui peut aller dans les mains des gestapistes, et qu'on retrouve avec des gens comme Ricord, qui ensuite, en Amérique du Sud, se sont lancés dans les affaires de drogue. Et là... C'est très difficile, on peut pas lancer une accusation, on sait pas, tout est possible, et tout est possible à cette époque. Et au procès, Petiot va dire, j'étais résistant, j'avais le réseau, le Flitox, et j'ai tué beaucoup de mouchards, j'ai tué des mouchards, et je suis un héros. Et son avocat, Floriot, va essayer de défendre cette thèse. Alors, le jour où il a pris Floriot, il était condamné, remarque. Remarque, il l'avait déjà eu avant, hein, et il s'en était bien tiré. Alors le procès est assez... un peu bâclé, je vous dis, parce que je pense qu'on aurait dû... il aurait dû y avoir plusieurs personnes dans le box, pas seulement Petiot. Mais le personnage était très très représentatif de l'époque. Alors, Galtier-Boissière, qui suivait le procès, lui avait remarqué que le procureur et le président n'allaient jamais au bout des questions dès que le Parti communiste était en cause. Ils avaient peur. Bon. Et il résume assez bien les choses, là, Galtier, dans son journal. Alors, il dit à un moment donné, comme apparaît dans la vase d'un étang que l'on cure, toute une faune bizarre, visqueuse et répugnante, ce hideux procès découvre à nos yeux effarés les dessous fangeux de l'occupation, avec ses services secrets entrecroisés.
tueur de la Gestapo et tueur de la résistance, espion, mouchard, indicateur et provocateur des deux bords, se côtoyer, se contacter, se duper, se donner des gages, échanger des secrets, trahisser pour être trahis à leur tour. Voilà, le climat de l'affaire Petiot. C'est superbe parce que ça c'est une leçon, on devrait afficher ça dans toutes les écoles. C'est tellement étranger à tout ce qu'on raconte aux gosses aujourd'hui. Où il y a... Et là, ça a été publié en 1946, 47, Galtier. Il avait une liberté d'esprit à l'égard de ça, il le disait. Alors bon, on l'a guillotiné, oui. N'as-tu pas entendu parler de l'affaire Joinovici? Est-ce que le nom de Joinovici n'a pas été mêlé à l'affaire Petiot? Oh, de très loin. De très loin. Il y a un type qui... Parce que j'ai lu quelque chose là-dessus, c'est pour ça. Je sais bien, non mais il y a un type qui... On l'a dit. Oui. C'est-à-dire Joinovici a des liens avec les gens de la rue Lauriston. Lauriston, la fameuse Carlin. Alors, qu'il ait pu en avoir, qu'il ait pu croiser Petiot, c'est possible. Mais il n'y a rien de précis. Lui n'avait pas besoin de sortir du pays. Non, il n'y avait pas de je ne pense pas. Bon, que ces gens-là soient retrouvés dans les mêmes clubs de temps en temps, ça c'est très possible. Mais un lien direct, d'ailleurs, entre les affaires de Joinovici et celles de Petiot. Joinovici, c'est pas un fou. Non, c'est pas un tueur qui est traqué, c'est un homme d'affaires, un homme d'affaires fabuleux, un retors extraordinaire. Alors c'est encore un autre personnage, comme Lafont est un autre personnage. Lafont est un garçon qui le jour de la mort de son père à 12 ans était perdu, il n'avait plus personne et il a été couché sur la tombe de son père. Et alors quoi, on trouve la carrière de ce type qui se venge de toute la société et qui devient un caïd énorme pendant l'occupation avec droit de vie ou de mort sur des tas de gens. Voilà, là on explique celui-là. Joanneau, il arrive du ghetto de Gutchinov, il a traîné chez les ferrailleurs. C'est toute une autre carrière. Il est en affaire avec l'armée allemande directement. Après, oui. Alors le fabuleux, c'est que lui est un des plus grands fournisseurs pour l'armée allemande en non ferreux. Quant à Petiot, alors Petiot, c'est vraiment un marginal. Heureusement, ça fait la norme. Alors, il y a le procès. Dans le procès, il est formidable parce qu'il est d'une arrogance extraordinaire. Et lui, au fond, je trouve que quand on l'a condamné à mort, il a été pas si mal que ça par rapport à un tas de condamnés à mort qui voient arriver le procureur et qui disent: Monsieur le procureur, je suis très content de vous voir, allons-y, etc. Il est le contraire de Landru, Landru gentleman. Le bourreau des Blair a dit: j'ai jamais rencontré un client aussi courtois que Landru. Ah bah tiens, on va faire plaisir à des auditeurs. Voilà, les auditeurs ils vont demander le remplacement de Beckett par Landru. Tandis que Petiot accueille le procureur en disant: ayez du courage, tu me fais chier. Il lui dit: bon alors, ça commence comme ça. Et puis alors Maître Jacquet, qui était là avec Paul Loriot, il leur dit: mais fallait pas venir. Il me dit: vous vous rendez compte, il fait froid ce matin, puis ça va être dégueulasse que vous allez voir. Enfin. Et alors là les témoins, et notamment le docteur Paul, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un homme aller à la mort avec une telle indifférence. Il était à la mort comme tu vas chez le coiffeur, comme tu vas chercher ton pain. Et je crois que cet homme était fait de telle façon qu'il avait aucun souci de la vie, ni de celle des autres, ni de la sienne. Et il a été comme ça jusqu'au bout. Voilà.